Bon alors bonjour à tous. J'espère que vous êtes nombreux sur notre webinaire. On sait qu'on a eu un petit souci de lien, donc j'espère que maintenant vous avez retrouvé la connexion. Je vais commencer juste par présenter un petit peu Tercan. Donc Tercan, c'est un centre de formation qui existe depuis déjà un bon petit moment, puisqu'une vingtaine d'années. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait à travers le site web de Tercan. Donc je rappelle que Tercan, c'est une résidence d'artistes-auteurs, donc ça veut dire qu'on a un concept d'immersion chez Tercan, on a une très grosse villa, et donc on accueille les stagiaires qui peuvent rester entre 3 et 3 semaines à la villa, donc en immersion, puisque c'est un peu comme une vraie maison. Et donc les gens peuvent travailler, suivre leurs cours et travailler sur leurs projets personnels, même après la formation, puisqu'ils sont, pour certains en tout cas, hébergés sur place. Voilà, donc là je vais vous montrer à travers le site web que nous avons environ 70-80 formations. D'abord un petit accueil avec, vous retrouverez la Villa Tarkan, le blog, etc. Dans les formations, bien, on va apprendre par exemple, vous avez les formations en photographie, des formations en drone, en audiovisuel. Si vous sélectionnez une catégorie, vous avez toutes les formations, là notamment pour la vidéo, la prise de vue. Les formations se présentent sous une forme assez simple. Vous avez un cartouche qui vous donne la durée, les coûts, les sessions, le nombre de participants, puis surtout les financements, s'ils sont pris en charge par l'AFDAS ou pas. Ensuite, vous avez toujours un petit contexte qui présente le marché et des objectifs et des compétences à tester, puisque c'est une obligation Calliope, et comme ça, vous verrez les compétences à acquérir. Le programme, bien évidemment, et quelques informations complémentaires. Vous pourrez aller voir aussi quels sont les formateurs et bien sûr les commentaires. Je retourne dans l'accueil. Ici, vous avez un calendrier qui vous permet de choisir par formation et par date. Alors, je vais vous en présenter une, par exemple, sur le Steadicam. Vous pouvez voir donc les making-of. Et comme ça vous donne une idée de comment se passent les formations. Nous, on a l'habitude, pour chaque formation, en tout cas en prise de vue, et puis certaines autres, de tourner un sujet en réel. Donc là, par exemple, c'est un sujet, c'est un clip vidéo pour un artiste qui s'appelle Nicolas Wilhelm. Voilà, il souhaitait voilà, publier un de ses titres, et nous, ça nous permet de faire travailler nos élèves. Donc voilà, ça a été fait dans notre région évidemment. Et puis c'est sous la direction de notre formateur Nicolas Roux. Voilà, c'est un sujet, bon, comme je disais, voilà, parmi d'autres, mais disons que celui-là nous a tenu à cœur. Je vais vous montrer juste une dernière petite chose, peut-être, voilà, on a une formation making of, et je vais en profiter pour vous montrer ce making of et qui a été fait lors d'une formation à la réalisation. Nous sommes partis au Brésil en équipe 6 personnes, donc avec des stagiaires. Et nous avons fait un sujet sur la Chapada di Diamantina, et notamment sur un quilombo. C'est un village anciennement d'esclaves. Et nous avons tourné là-bas la vie de tous les jours, et surtout nous avons tourné des images avec la chamane que vous voyez là, qui danse lors d'une cérémonie. Voilà. Vous apprenez bien sûr dans cette formation la réalisation, donc ça veut dire faut savoir gérer le son, l'image, la lumière, etc., même le mouvement. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, on fait juste un petit tour. Voilà, les nouvelles réglementations européennes qui vont changer un petit peu pour les télépilotes de drone, prochaine formation sur l'IA, l'intelligence artificielle, un petit document dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, mais voilà, qui a été réalisé par le CNC. Quelques infos sur les prochaines formations, la Villa Tercan. Et puis, pour finir, les financements à AFDAS.
Voilà, alors Avdas pour les intermittents, pour les auteurs, pour de France Travail, CPF, etc. Et puis Calliope, qui est une autre obligation maintenant pour tous les centres de formation. Donc maintenant, je vais passer la main à Pauline qui va vous expliquer pourquoi on fait ce webinaire. Oui, bonjour. Alors, enchantée déjà. Bienvenue dans notre premier webinaire 2024. Pauline, chargée de communication pour Tercan. Donc, on a créé ce webinaire avec Patrick parce qu'on a eu beaucoup d'élèves, de stagiaires en formation, des photographes, des vidéastes, qui nous disaient, qui voulaient utiliser l'IA, qui avaient beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, mais qui ne savaient pas exactement par où commencer, qui avaient aussi beaucoup de craintes par rapport à l'avenir de leur métier. Donc c'est pour ça qu'on a voulu inviter Erwan Lecloiret, que vous connaissez sûrement tous, donc pour un webinaire spécial donc je vais laisser la main à Erwan qui va vous présenter plein de logiciels, d'astuces pour utiliser l'IA en tout cas au quotidien dans votre flot de production. Bonjour à tous, donc Erwan, je suis formateur ici chez Tercan sur la partie intelligence artificielle et compositing avec Nuke. Et aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur un peu tous les outils autour de votre flux de production avec l'IA. Et on va voir un petit peu comment l'IA peut vous aider au quotidien pour simplifier ou bien démarrer certains projets. Et comme on est à Saint-Raphaël, je me suis dit qu'on va créer aujourd'hui un film de requins à Saint-Raphaël, parce qu'il y en a eu un à Paris, et on va faire un à Saint-Raphaël. Donc on va démarrer avec tout simplement avec ChatGPT. ChatGPT, donc je pense que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle un LLM, un modèle large de langage qui va permettre en fait de discuter avec une intelligence artificielle. Et ce qu'on va voir, et ce que je vais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme dans Google quand on fait une recherche Google, c'est que ChatGPT va garder en mémoire le contexte dans lequel on travaille. Par exemple, ici, je vais rentrer ici sur le petit chat ici, et je vais d'abord lui dire bonjour, parce que c'est une intelligence artificielle, et comme ils vont prendre ici la main mise sur l'humanité d'ici quelques temps, on va pouvoir rechercher ici le bonjour. Donc là, il met un peu de temps à me répondre. Ça se trouve, il a déjà commencé à prendre la main mise sur l'Internet. Donc je vais relancer ici la page. On va voir ce qu'il va me dire. Je vais peut-être créer une autre page. Je n'ai plus Internet, mais ça fait rien. On va regarder ici. Voilà. Alors, je vais lui dire bonjour, comme ça. On va voir ce qu'il va me dire dessus. Voilà, bonjour, comment puis-je vous aider? Donc ici, on va lui demander en fait tout simplement de nous aider à créer un film sur des requins. Donc pour cela, je vais lui dire tout d'abord, on va lui définir un rôle. En fait, il y a différentes étapes dans ChatGPT. On va lui voir comment, on va lui dire comment gérer un petit peu notre projet. Et tout d'abord, on va lui définir un rôle. Moi, je vais lui dire à ChatGPT, tu es un scénariste de film pour Netflix. Donc déjà là, je lui définis qui il est et quel est son rôle en fait dessus. Donc je mets « tu es un scénariste de film pour Netflix ». Donc là, il va dire « génial, j'adorerais créer un scénario pour un film Netflix ». Alors là, il me donne déjà, voici une idée pour un thriller psychologique, ainsi de suite. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc on va stopper directement ça et je vais lui définir en fait ce que je veux. Donc moi, j'ai déjà créé un petit, je vais vous montrer un petit résumé ici. Je vais copier ça et je fais un commande V. Et en fait, je vais lui mettre, je veux créer un film de genre, un film de requin, mais aussi une fable écologique, parce qu'on est actuel, pour une audience adulte. Donc là, déjà, je détermine en fait les conditions, le genre de mon film. Ensuite, je vais définir où se passe le film. Donc le film se passe à Saint-Raphaël. Et il y a deux protagonistes principaux. Il y a Pauline, une jeune biologiste marine, mais qui est aussi maître nageuse, parce qu'il faut rajouter un peu de charme au film. Et il y a Patrick, le maire de Saint-Raphaël, qui est un homme sans scrupules et qui pense qu'à sa réélection. Donc le film se déroule juste avant la saison estivale. Donc voilà, je vais juste lui mettre ça. Et à partir de là,
il va pouvoir ici me créer le scénario. Alors, il me met un nouveau titre, Les dents de l'écume. Alors, j'ai fait plusieurs tests. J'ai eu les dents de Saint-Raphaël, les murmures des abysses, ainsi de suite. Donc, un thriller écologique. Et là, il va me créer en fait tout le synopsis avec Pauline Durand, qui est notre jeune biologiste marine, Patrick Legrand, qui est le maire de Saint-Raphaël. Et corrompu en plus. Et corrompu, bien sûr. Bravo. Et du coup, on va avoir en fait tous les actes directement. Et ce que je vous ai dit en introduction ici, c'est que, alors on a les différents actes, parce que les films Netflix, c'est un peu en 3 actes, la mise en place, l'escalade des tensions, la confrontation et la résolution, et les thèmes, ainsi de suite, et la conclusion. J'ai une petite question, Erwan. Ouais. Tu nous disais juste avant le webinaire qu'il y avait à peu près 9 étapes pour écrire un bon prompt. Ouais. Donc on va peut-être pas voir les 9 étapes, mais du coup, est-ce que tu les as mises dans ton prompt, ces 9 étapes ou Alors là, pour l'instant, non, je ne suis pas rentré un petit peu dans les détails. Je sais que tu as mis sur nos réseaux, sur les réseaux de Tercan, un petit peu tous les détails des 9 prompts. Donc j'invite tout le monde à aller s'abonner sur les réseaux Instagram, LinkedIn et autres. Et on vous donne un peu comme ça tous les jours des astuces sur l'IA. C'est pour dire que voilà, ça influe vraiment dans la réponse. En fait, le prompt et la qualité du prompt. En fait, plus on va être précis, plus on va définir des règles, plus on va avoir une réponse qui va être en adéquation avec nos attentes. Par exemple, si je suis un élève de 3e et qui doit faire un résumé d'un livre, par exemple, on va lui dire que qu'il est un élève de 3e et que l'audience, c'est pour un professeur. Par contre, si je suis un professeur de faculté, par exemple, on va lui dire tu es un professeur de faculté, donc on va avoir un niveau de langage différent et ChatGPT va pouvoir gérer en fait ça. Donc plus on va être précis en amont, et avec différentes étapes, le rôle, les objectifs, à laquelle audience on s'adresse, plus on va avoir une réponse qui va correspondre directement ici. Mais j'invite tout le monde à regarder les réseaux sociaux de Tercan, justement pour voir les 9 étapes, ou bien suivre une formation chez Tercan, formation à Saint-Raphaël. Voilà. Alors, ce qui est important ici, justement, c'est que, par exemple, on a l'escalade des tensions, on a la confrontation et résolution. Et je voudrais qu'il développe un petit peu l'acte 3. Donc, comme, en fait, on a une discussion, je vais pouvoir ici lui dire « Peux-tu me développer l'acte 3 ?» Et je n'ai pas besoin de repréciser l'ensemble, j'ai un petit point d'interrogation, toujours être poli, encore une fois. Et donc là, il va reprendre en fait ce qu'il a mis dans l'acte 3 et il va automatiquement définir scène par scène en fait la confrontation et la résolution en fait du film dessus. Donc là, il me fait un déroulé de chaque scène dessus. Mais ce que j'aurais bien voulu, c'est aussi qu'il mette des dialogues à l'intérieur. Donc je vais le laisser terminer. Et je vais vous montrer une option qui est très intéressante dans ChatGPT, ici, c'est que là, à ce moment-là, je peux demander je n'ai pas précisé de rajouter les dialogues ici. Donc je vais pouvoir ici faire modifier le message. Peux-tu développer l'acte 3 en incluant des dialogues, les dialogues en fait. Et donc du coup, je vais faire envoyer, et à partir d'ici, il va me créer une seconde réponse. Et vous voyez, en dessous, j'ai 2 sur 2, en bas ici. Et à partir de là, je crée un embranchement au niveau de ma discussion. C'est-à-dire que comme si vous discutiez avec quelqu'un, mais à un moment donné, vous n'êtes pas content de la réponse de la personne, bah vous allez pouvoir revenir en arrière et lui demander « Tiens, je vais l'orienter vers autre chose » et avoir en fait différentes résolutions à votre discussion. Et donc là, il me dit que bien sûr, il veut toujours m'aider. Et donc là, j'ai la confrontation et avec ici Pauline au téléphone. Oui, je comprends, nous devons agir maintenant. La sécurité de tout le monde est en jeu. Merci pour votre soutien. Elle raccroche. Voilà, rencontre avec Patrick dans le bureau du maire, ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai un petit peu développé cette partie-là et je voudrais justement aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici la confrontation et résolution, je vais tout sélectionner avec le dialogue et autres, voilà, et on va mettre la scène avec l'attaque des requins, voilà, je m'arrête ici avant la confrontation finale, je fais un copier-coller, voilà, et je vais aller sur un autre site qui s'appelle storyboarder.ai. Alors storyboarder.ai
va nous permettre en fait de créer des projets et d'automatiser en fait la création de découpage, du scénario, du découpage et du storyboarding. Pour cela, c'est assez simple. Alors moi, j'utilise ici la version, vous pouvez essayer la version d'essai gratuite. Je vais demander à créer un nouveau projet. Et si vous êtes utilisateur, vous êtes un scénariste, vous utilisez par exemple Final Draft, vous allez pouvoir directement intégrer votre projet Final Draft dedans. Ou bien, ici, moi, je vais juste prendre un concept. On va mettre les murmures. Moi, je vais mettre un petit les murmures des abysses. Ce sera mieux. Voilà, comme ceci. Et dans le plotline, ici, je vais faire un copier-coller ici de ce que ChatGPT m'a donné. Je vais demander le genre, donc on va mettre horreur, voilà, et on va demander une sélection, on va mettre un dessin à main levée rapide, sketch, dessus. Je vais faire ajouter le projet, donc là il va me créer le projet Le Murmure des Abysses, et je vais lui demander à me générer le scénario. Alors pour l'instant, storyboarder.ai est en anglais, donc vous allez voir qu'il va me retranscrire tout en anglais, d'accord? Et je vais avoir vraiment ici le scénario comme un vrai scénario de cinéma avec extérieur, la plage, intérieur dans le bureau du maire. Automatiquement, il va me traduire l'ensemble directement ici. Donc je vais laisser un petit peu travailler. Vous voyez, il va faire automatiquement la traduction. Et à partir de là, je peux passer à l'étape d'après, c'est-à-dire le découpage plan par plan. Je vais cliquer sur Shotlist ici et je vais demander à générer automatiquement le découpage. Et à partir de là, lui-même, sans que je fasse quoi que ce soit, va me faire tout le découpage en fait pour le tournage directement. Et ce qui est intéressant, si on regarde ligne par ligne, donc on a la set 1, shot 1, plan 1, avec la description, j'ai la durée de chaque plan que je vais pouvoir modifier, le style de plan en fait que je veux, est-ce que je veux un plan large, un plan serré ou autre, donc par exemple je pourrais faire un plan serré par exemple dessus, ou bien je vais faire un plan extrêmement large pour avoir ici tout le bureau du maire, quel niveau de la caméra je pose la caméra, est-ce que c'est statique ou par exemple je vais faire un mouvement de dolly, donc vous allez pouvoir avoir toutes ces informations avec la focale, ainsi de suite, rajouter des notes. Et ce qui est important, donc vous voyez, j'ai plan par plan, alors comme j'ai la version d'essai, vous voyez, j'ai pas tout, il montre qu'il a bien travaillé, mais que moi j'ai accès qu'à une certaine partie, mais pour notre présentation ça ne change rien. Et une fois que j'ai le découpage, je vais pouvoir passer au storyboard. Et à partir de là, je passe au storyboard et je vais demander à ce qu'il me fasse automatiquement le storyboard de mon film directement. Et il va me générer pour chaque plan du découpage le petit dessin storyboard directement. Donc ça va mettre quelques secondes à générer. Ça marche aussi pour tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est scénario pédagogique, je Oui, pense un documentaire, on peut utiliser ça e-learning, voilà, donc exactement. c'est Donc pas on que pour peut... les films, du Non, coup, c'est cette pas application, que pour les Ah oui, films c'est qu'on va impressionnant, pouvoir en effet, faire on voit... directement. Donc là, maintenant, j'ai, vous voyez ici cet élément. Si on veut quelque chose d'un peu plus, au niveau du dessin, un peu plus affirmé, je peux demander à changer. Par exemple, on va faire un cinématique coloré. Je vais sauvegarder ici le plan. Et là, je peux demander, par exemple, pour le premier plan, à me refaire le dessin directement, comme ceci. Donc, il va me demander, il va me refaire le dessin avec un style plus coloré directement. Voilà, par exemple, comme ceci. Donc là, j'ai un plan et je peux revenir sur l'un ou sur l'autre au niveau de l'élément. Et bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir exporter tous ces éléments ici. Donc je peux exporter le scénario au format PDF, je peux exporter la liste du découpage soit en PDF, soit en fichier Excel. Et sinon, j'ai aussi la possibilité d'exporter bien sûr le storyboard en PDF ou en image PNG si on veut l'intégrer déjà dans un projet qui existe dans un logiciel ou dans un modèle qu'on a créé dans certains logiciels directement. Donc ça, c'était pour la partie, on a le scénario, le storyboard, le découpage. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait revenir sur ChatGPT, et comme il a gardé bien sûr en mémoire l'ensemble des éléments, j'ai besoin d'une affiche de film. Donc on pourra lui demander, peux-tu me créer une affiche pour ce film, une affiche de cinéma pour ce film. Voilà.
Et donc, il va tenir compte en fait des personnages, de la situation. On va voir le résultat parce qu'à chaque fois on peut être un peu étonné, mais on pourra toujours affiner si on n'est pas content du résultat. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT intègre ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire qu'à partir du texte, on va pouvoir générer des affiches de films avec des requins volants. Donc là, c'est du Sharknado directement. Et la menace Vonis. Alors, c'est ce que tu nous disais, oui. Que l'IA générative au niveau des images, alors c'est vraiment super, sauf au niveau du texte encore, c'est ça? Ouais, c'est un peu la seule limite pour l'instant. C'est un peu la limite dessus. C'est-à-dire que les textes, il va remettre des mots. En fait, comme il génère une image à partir de bruit, c'est pas de la typo qu'on va rajouter dessus. Pour l'instant, l'IA, elle a un peu de mal. Alors ça s'améliore, hein, les différents types d'IA génératives, certaines sont plus fortes dans le texte que d'autres, mais ça va évoluer assez rapidement. Donc on va pouvoir comme ça avoir, je pense, un rendu d'ici quelques mois beaucoup plus propre sur les IA génératives dessus. Et par exemple là, vous voyez, j'ai un rendu un peu justement Netflix, mais je pourrais demander, peux-tu me créer une affiche de cinéma style années 80 par exemple, un peu plus, voilà, si on veut avoir un côté un peu plus rétro dessus. Et du coup là, je vais avoir un autre style. Là, j'ai un effet un peu Netflix, d'ailleurs il a mis un peu du rouge en bas. Je ne sais pas si on voit ici, je pourrais cliquer bien sûr dessus pour la voir. Je pourrais demander à refaire et à retravailler l'image. Et derrière, je vais pouvoir ici générer une autre affiche. Alors vous voyez là, qui est un peu de travers dessus, mais avec un look, vous voyez, avec le requin en arrière-plan, la ville directement à l'arrière dessus. J'ai une question intéressante de Laurent là, qui me dit peut-on importer nos propres photos de personnages pour les intégrer à une affiche? Alors, il y a différentes méthodes. La chose qu'il faut comprendre avec l'IA générative, c'est qu'on crée une image, et d'ailleurs, pour vous montrer ça, je vais aller dans Midjourney, une autre IA. Là, on a utilisé DALL-E, et pour répondre à Laurent, je vais aller dans Midjourney, qui est un autre outil de génération d'images. Alors là, je suis sur le site web. Il y a différentes façons d'utiliser Midjourney, soit via un serveur Discord, qui va nous permettre, quand on débute dans Midjourney, de pouvoir créer des images. C'est un peu compliqué et autres. On voit ça en formation, justement, comment partir de zéro. Moi, comme j'ai créé un certain nombre d'images déjà dans Midjourney, j'ai accès au site web, à la version alpha. En fait, il faut créer plus d'une centaine d'images et vous avez accès à ce site qui permet, par exemple, vous voyez, d'accéder à différentes images, d'explorer les images qui ont déjà été créées, vous voyez, par d'autres personnes, comme ceci. Et ce qu'il faut comprendre quand on crée une image, par exemple, je sélectionne celle-ci, hein, je ne connais pas ces personnes, de toute façon, elles n'existent pas. Elle va arriver, hein, l'image, elle va charger. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA générative, ces personnes n'existent pas. On part du bruit, et c'est l'IA générative qui va créer les personnages. Alors, il va s'inspirer de ce qu'il connaît, de ce qu'on lui a appris sur certains types de personnes et autres. Mais il faut savoir que ces personnes qu'on voit à l'écran, ce n'est pas des personnes qu'il a trouvées dans des bases de données, un petit peu à la Adobe, par exemple, qui va prendre dans les stock footage. Il faut savoir que Midjourney, ils ont un peu pillé tout Internet pour récupérer plein d'informations. Et à partir de là, il va générer en fait de nouvelles personnes qui n'existent pas, même s'ils sont inspirés fortement d'autres personnes. Par exemple ici, si je vous montre des images que j'ai créées auparavant, si je mets par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre par exemple ce genre de photo. Cette personne n'existe pas. Ici, ça a été entièrement recréé. Ou bien, alors ce qui est intéressant, là vous allez voir que celle-là n'existe pas non plus, c'est un personnage inspiré par exemple des Simpsons, donc on peut créer comme ça des éléments, mais en fait c'est compliqué de pouvoir, si on veut vraiment avoir une personne qu'on connaît dessus, on va utiliser une autre technique, c'est-à-dire qu'on va partir d'une photo de la personne, par exemple de Patrick, je vais prendre une photo de Patrick, je vais la mettre dans Midjourney, et on va pouvoir lui dire « inspire-toi de cette personne ». Donc, il va recréer une autre personne qui ressemble un petit peu vaguement à Patrick. Et après, par contre, ce que je peux faire, c'est prendre la tête de Patrick et faire ce qu'on appelle un face swap et changer le visage uniquement. Donc, on aura la même carrure que Patrick
et on aura son visage qui va s'intégrer. Donc c'est un peu ce qu'on peut faire dans les applications de téléphone, par exemple, quand vous voulez avoir votre profil Instagram, votre profil LinkedIn en costard et votre profil Tinder un peu plus sexy. Voilà, donc vous allez pouvoir faire un petit peu ça, mais on ne peut pas recréer de zéro. Et c'est une question qu'on a souvent avec les stagiaires. Par exemple, on a eu beaucoup de photographes qui s'inquiétaient justement par rapport à leur métier et à leur création. Mais il faut savoir que l'IA générative, pour le moment, on ne peut pas repartir, recréer quelque chose de zéro. Sauf dans certains types d'applications. Il y a une IA générative qui s'appelle Stable Diffusion, où on va entraîner, par exemple, un modèle. Si j'ai, par exemple, 200 photos de Patrick, un peu sur tous les angles, je vais pouvoir entraîner l'IA en interne, en local, pour ensuite recréer des photos de Patrick en Superman, à bord d'un bolide et autres, directement. Mais là, du coup, il faut passer ce qu'on appelle à de l'apprentissage du machine learning. On va dédier, en fait, là-dessus. Donc, ce qui se passe pour beaucoup d'actrices, d'acteurs ou de chanteurs, on peut générer avec des modèles, on peut télécharger ces modèles en interne dessus. Est-ce que c'est compliqué du coup d'utiliser Stable Diffusion? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser? Est-ce que ça demande une grosse configuration ou est-ce que c'est aussi facile que Midjourney? Non, c'est beaucoup plus compliqué parce que en fait, c'est open source, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est ouvert à tous, donc tout le monde peut participer au projet. Et on va devoir télécharger des modèles, un peu des librairies, des bibliothèques de données, des datasets, ce qu'on appelle, pour recréer, par exemple, en fonction du style qu'on veut. Si on veut un style manga, par exemple, ou un style réaliste, on va télécharger en fait des modèles. Et en plus, derrière, il faut rajouter d'autres librairies, d'autres modèles, si on veut, par exemple, Brad Pitt ou Angelina Jolie, par exemple. Donc on va devoir, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins simple que Midjourney actuellement, ou d'autres comme DALL-E par exemple dans ChatGPT, mais ça va permettre de créer des choses un peu plus, par exemple, vous voyez comme ici, Midjourney, moi je l'apprécie parce que ça peut créer vraiment des choses ultra, on peut partir un petit peu dans tous les délires avec différents styles, vous voyez, comme ceci, si vous mettez par exemple, je veux un look, en fait ils ont un peu pillé tous les styles de photographie, de photographe et autres, donc vous mettez un style de photographe et aussitôt, voilà, cyanotype ou un look, vous allez pouvoir l'avoir. Par exemple ici, j'aime bien cet exemple-là, vous voyez, cet exemple-là c'est parti de 2 photos, par exemple, de Dragon Ball, là-dessus, et de la fille que je vous ai montrée tout à l'heure. Et du coup, il fait un mix des deux. Par exemple, vous pouvez, ou est-ce que je l'ai encore ici? J'avais fait, par exemple, je suis passé vite fait, mais on avait fait des affiches justement de films avec des requins. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses directement. Donc, on va avoir la possibilité, par exemple, de créer des paysages. On va pouvoir lui dire, par exemple, je pars de ce ciel étoilé avec ici ces montagnes et automatiquement il va me recréer. Ce ne sera pas exactement les mêmes montagnes, ce ne sera pas exactement le même ciel étoilé, mais je vais pouvoir recréer cet environnement. Donc on va pouvoir comme ça utiliser des photos et recréer une toute nouvelle photo, un nouveau paysage, un nouveau personnage et autres. Tu disais qu'il y avait des centaines de styles différents, des dizaines de variations différentes au niveau des prompts avec la lumière, les couleurs, etc. Donc faire un prompt vraiment... Vous voyez là, par exemple, un exemple, j'ai mis Brad Pitt. C'est Brad qui n'est pas trop Pitt, mais il ressemble, mais pas trop, parce que justement, il y a des règles, en fait, et sinon Brad Pitt pourrait se retourner quand Midjourney. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être en ligne, on ne pourra pas recréer un chanteur, un acteur et autres, parce qu'il y a des droits de propriété et le droit à l'image. Par contre, quand je vous parlais de Stable Diffusion, vu que c'est en local, et que c'est open source, donc il y a beaucoup de geeks, en fait, de développeurs qui travaillent en interne, et eux, par contre, ils peuvent entraîner un certain nombre d'images dessus. Mais Erwan, juste pour savoir, est-ce que les gens, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter, les photographes, les graphistes, les illustrateurs, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter finalement quand ils voient des logiciels comme Midjourney ou Stable Diffusion? Alors pour moi, les photographes et les graphistes, non, parce que les graphistes sont... Alors, ça va dépendre si le graphiste doit faire quelque chose imaginatif. Mais par exemple, si vous avez un couturier qui vous demande de dessiner une robe très précise, Midjourney pourra faire quelque chose qui ressemble, mais pas copier-coller en fait dessus. Pareil pour un portrait d'une personne, ce ne sera pas exactement la personne, sauf dans le cas de Stable Diffusion par exemple. Ça va être très dur d'avoir quelque chose d'ultra précis.
Par contre, pour de l'illustration, on en parlait justement pour tout ce qui est banque d'images, là, oui, il y a un danger. Comme par exemple pour les agences de com qui ont besoin d'un certain nombre de volumes d'images, mais qui ne sont pas, ce n'est pas une référence par rapport à l'actualité ou autre chose, quoi. Non, par exemple, on a besoin d'un plan de la plage de Saint-Raphaël, mais ce ne sera pas de Saint-Raphaël, mais d'une plage. Là, on pourra prendre. Par exemple, si on a vraiment besoin d'un monument de Saint-Raphaël, Midjourney ne va pas être capable de le générer dessus. Donc là, il faudra un vrai photographe qui prend la mairie de Saint-Raphaël, je ne sais pas où. Donc finalement, la photographie de commande ainsi que pour les graphistes, des commandes qui sont spécifiques, ça, Midjourney ou autres ne peuvent pas le faire. Non. On est d'accord. Non. Donc ils n'ont pas de raison de s'inquiéter finalement. Pour Ils l'instant, doivent l'utiliser comme plutôt un outil qui leur permette plutôt de rentrer dans une espèce de création peut-être différente, pour avoir des idées. Ça, ils peuvent l'utiliser. ouais, tout à fait. Ça peut être un point de départ. Par exemple, moi, à un moment donné ici, j'étais parti sur des samouraïs pour faire une série là-dessus. Donc, on a des rendus très photoréalistes où, par exemple, vous voyez d'autres personnes comme ça, avec différents types de rendus. Et voilà, vous pouvez avoir différents styles graphiques. Là où il y a un peu ce qu'on appelle du pillage, on va dire intellectuel, ça va être sur les styles de graphisme. C'est-à-dire que Midjourney ont pris plein d'artistes et derrière, si on veut, par exemple, un rendu certains, par exemple, ici, Ed Emshwiller, je ne sais pas si je le présente bien, bah là, je vais avoir son style de dessin. Donc là, il y a quand même, je trouve, un peu de pillage au niveau propriété intellectuelle, mais c'est un style. Donc, ce n'est pas un dessin de cette personne-là, mais c'est un style donc, qui a été copié. Mais comment ça se passe comment on fait pour taper un prompt, à vrai dire, pour avoir Alors, un prompt, il y a plusieurs choses. C'est un peu différent de ChatGPT. On va taper ce qu'on veut. Alors, par exemple, ici, je suis dans l'interface de web de Midjourney, donc encore qui est en alpha, hein, ce qui n'est pas disponible pour tout le monde. Et je vais avoir différents paramètres. Est-ce que je veux une image carrée? Est-ce que 4 tiers, par exemple? Et je vais avoir différents paramètres avec stylisation, weirdness, variety, différentes versions du moteur. Et en fait, on va taper tout simplement en haut. Je ne sais pas, on va mettre. On peut taper en français ou en anglais. En anglais, on aura peut-être plus de choix. Je vais taper en anglais, par exemple, shark, attack, swimmer, young woman. Voilà. Hop, near the beach. Voilà. Et donc là, je mets la thématique. Après, je peux demander, est-ce qu'au début, on pourrait définir movie poster, par exemple, 50s. On va mettre ça comme ça. On va faire 1950 pour avoir le style de rendu. Hop, je vais mettre un espace là, Shark Attack. Et puis derrière, on peut mettre différents éléments. Par exemple, je peux mettre Golden Hour. Par exemple, pour le style de lumière, donc on va pouvoir définir la lumière. Est-ce que je veux du grain? Est-ce que je veux des lens flares? Est-ce que je veux des effets? Donc on va pouvoir comme ça affiner petit à petit les éléments. On peut préciser les personnages qu'on veut en premier plan. Voilà. Oui, par exemple, on peut dire vraiment rentrer en dans le détail. Donc mais... en fait, ça peut être très court, ça peut être un nom. Vous allez avoir des images qui va vous proposer. Donc par exemple, je vais lancer un rendu ici. Je vais aller dans Create. Et là, voilà, là j'ai fait par exemple des landscapes, des paysages de Mars. Tout à l'heure. Et ici, je vais avoir le rendu. Et par défaut, Midjourney va vous créer 4 images. Et à partir de ces 4 images, vous allez pouvoir faire un choix. Si on a une qui vous plaît, vous allez pouvoir dire « Ah, tiens, je vais partir de celle-là et je vais la modifier légèrement. » Et à chaque fois, il va faire des petites modifications, vous proposer 4 nouvelles. Donc, vous allez pouvoir avoir des styles, lui dire « Pars comme tu veux, un peu dans tous les sens. » Vous allez pouvoir dire être très restrictif, par exemple. Et là, vous voyez, je vais avoir un rendu style années 50, par exemple, avec des requins qui volent un petit peu, voilà, donc un dessin vraiment années 50 directement. Donc je peux avoir quelque chose de très photoréaliste ou bien quelque chose, voilà, dans les années 50. Je pourrais, par exemple, au lieu de movie poster, si on veut quelque chose un peu des années 80, je vais faire un copier-coller et je vais faire movie poster et je vais juste mettre VHS, ou DVD grab, comme ceci. Et vous allez voir que le rendu va être complètement différent. C'est-à-dire qu'il va me faire un rendu plus vidéo des années 80-90 dessus.
Et juste avec ces petits paramètres, on va pouvoir complètement changer l'élément. Et après, on peut partir d'un élément, on pourra enlever certaines parties de l'image, ou alors soit directement dans Midjourney, ou bien dans un logiciel comme Photoshop, qui possède des outils justement de retouche dessus. Et alors ce qui est marrant aussi, c'est de voir un peu comment il crée. Alors là, il y en a un qui est très beau là à la fin. On va vous le montrer. C'est bon. Voilà, avec le requin debout dessus. Et donc là, on a plus justement ce côté DVD un peu d'image, vous voyez, avec la pixelisation, la compression de l'image qui va être faite. Mais Erwan, est-ce que tu peux nous montrer plutôt une photo très réalistique, comme par exemple une famille à la neige, ou qu'on se rende compte que, bon, parce que là on voit beaucoup de choses qui sont un peu on va dire du dessin ou des illustrations, mais une photo, une image vraiment générée qui nous ressemble. Oui, bah là je vais créer par exemple Family Portrait on the Mountain. Je vais mettre Snow. Je vais mettre par exemple Lens Flare pour un petit effet de lumière justement pour ajouter un peu plus de réalisme. Et puis je peux rajouter réalistique, voilà, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Cinématographique par exemple. Hop, cinématographie. Voilà. Ah mince, je ne sais pas s'il l'a pris dans Cinémato. On va voir ce qu'il va faire. Et là, je remarque, pendant que ça charge, je remarque qu'on n'a plus besoin de marquer les prompts comme Imagine ou... Non, parce que là, je suis sur l'interface. D'accord. Donc là, tu me parles quand on est dans Discord, dans le serveur Discord, où il faut qu'on mette des commandes du serveur. Là, comme c'est directement le site de Midjourney, on a directement le Imagine. D'ailleurs, si on voit un petit peu là-haut, il y a le Imagine qui est en fond, en gris dessus. Et donc là, j'ai ici la photo. Donc ils ont une sale tête. Donc on va en prendre une. Voilà. Donc là, ça va. Bon, lui, il a un petit peu... À part le bébé, oui, qui a une tête un peu bizarre, mais sinon, on ne pourrait pas deviner que c'est une fausse. Je peux demander à faire ce qu'on appelle un repaint. Par exemple, ici, je peux dire... Hop, on va charger l'image. Et on va pouvoir juste sélectionner une partie de l'image et la modifier automatiquement. Il met un peu de temps, je pense que comme on diffuse en live et que je suis en Wi-Fi. À vrai dire, nous, chez Tercan, on a utilisé des images générées par... sur le site. Sur le site. Pour illustrer. On a généré justement l'image de l'IA, dans la formation de l'IA, et on a généré aussi pour le dessin animé, je crois, l'animation. Et ça marche très bien. Oui, par exemple, là, un autre exemple qu'on a fait, et on a fait un test, c'était pendant une formation, justement, on voulait voir par rapport aux marques. Là, on a fait le test Lacoste, on a fait Nike et autres, et donc du coup, on voyait en fait qu'ils pouvaient mettre des marques dessus. On pensait, voilà, on a fait plein de tests. Justement, pendant les formations, on teste un petit peu dans tous les sens les éléments. Et ce qui surprend quand même, c'est que il y a, je veux dire, dans les tissus, les plis, etc. etc. Ouais. Alors la seule chose qu'on peut avoir, alors ça s'améliore, c'est au niveau des doigts et des mains, c'est toujours très complexe. On va quitter Midjourney parce que j'ai plein de choses à voir et on pourrait passer bien sûr la journée parce que, sur Midjourney. Mais je voudrais qu'on revienne sur notre film parce qu'on a l'affiche, on a le scénario, on a tout, mais il nous faut une chanson de fin, musique de fin. Donc on va demander ici à ChatGPT, comme il a tout l'historique de notre film, on va lui demander, peux-tu m'écrire une chanson pour le générique de fin du film. Voilà. Je fais juste ça. Bon, j'ai pas mis le point là. Et bien sûr, il est toujours voilà, les dents de l'écume. Voilà, chaque jour, un nouveau titre. Donc, on a les dents de l'écume et vous voyez qu'il va me créer automatiquement le couplet, le refrain, couplet 2, directement avec, vous voyez ici, Pauline, debout, face aux vagues et aux marées, son cœur battant au rythme de la mer en furie. La lutte commence contre la peur et la vérité. Voilà. Alors, cette chanson, d'ailleurs, cette chanson pourrait être interprétée avec une musique dramatique, émotive, capturant l'esprit de tout le film, avec un message d'espoir et de détermination. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre ces paroles dessus. On va reprendre, hop, je vais faire ça, couplet 1,
Hop, commande C. Et je vais aller dans un autre site qui s'appelle Suno. Alors, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que ça change toutes les semaines. Et pendant une formation, justement, pendant une session de formation, c'est tombé pile poil le mois où on avait tout d'un coup plein d'outils pour créer de la musique et créer des chansons. Et on a testé du coup pas mal pendant la formation. Et, Tu vas pas passer la musique. non. Il y a des chansons que je vous ferai écouter si vous venez chez Tercan sur Patrick. Mais celle-ci, on va en créer une nouvelle dessus. Donc, on va faire une custom comme ceci. Alors, vous avez différents moteurs. Donc là, il y a une 3.5 d'ailleurs qui est sortie. On peut faire jusqu'à 4 minutes. Bon, je vais rester sur la V3. Je la connais. Et vous voyez qu'il y a lyrics. Donc, je vais pouvoir ici copier les paroles. Vous voyez, comme ceci. Je pourrais demander à générer des couplets. Et je vais enlever le dernier refrain. Voilà, on n'a pas besoin. Voilà, comme ceci. Et puis, derrière, on va demander quel type de musique que l'on veut. Donc, on va faire du pop rock. Voilà, pop rock, parce qu'on est sur Netflix. On va mettre émotive et dynamique. Comme ceci. Est-ce qu'on peut choisir les voix, une femme, un homme? Est-ce que c'est quelque chose Ouais, qu'on on peut pourrait mettre par faire, exemple Mel. Qu'est-ce que tu veux, Pauline? Une femme et un homme? Un homme. Un homme. Allez, Male singer, on va mettre comme ça dessus. Et puis on va mettre le titre. C'était quoi le titre? J'ai oublié. Dans l'écume des requins. Non, oui, c'était ça. Ah non, les dents de l'écume. Ah non, c'était le film qui s'appelait Les dents de l'écume. Ouais, je préfère les dents de l'écume. Ah si, c'est important. Et on va mettre le titre du film, comme ceci, Les dents de l'écume. Et je vais tout simplement dire, hop, create, dessus. Et donc à partir de là, il va me générer 2 chansons de styles différents. Vous allez voir que ça met à peu près 10-15 secondes pour nous générer 2 musiques qui va tenir compte des paroles. Et en plus, il nous fait des pochettes de disques en même temps. Donc on va écouter la première chanson. Donc je vais pouvoir mettre le volume ici. Sous les vagues, dans l'ombre des eaux, là où le danger rôde et la mer se dévoile, un cri retentit, un avertissement, un écho. Les requins dansent leur danse, scintillent sous l'étoile. Dans l'écume des requins, sous les vagues, dans l'ombre des eaux, là où le... Donc ce qu'on peut faire, c'est que j'enlève ce côté... Moi, j'aime bien. Mais c'est quand même fou parce que ça fait une orchestration, ça fait Puis la voix, tu pourrais pas demander que c'est une voix... Je vais vous montrer avec les jusqu'où on accords. peut aller. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, tiens, je veux un rythme salsa, je veux un rythme, je sais pas, reggae par exemple, et automatiquement, il va changer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction, si vous avez tapé vous-même les paroles, vous n'êtes pas obligatoirement synchrone sur le temps, ainsi de suite. Des fois, il peut répéter la phrase pour redevenir synchrone sur son élément. Par exemple, là, j'ai enlevé émotive, on va voir ce qu'il va mettre. Sous les vagues, dans l'ombre des eaux, Voilà. là où le danger rôde et la mer se dévoile. Est-ce que tu peux essayer version... je vois la version Sous les vagues, opéra dans ou... l'ombre des eaux, Ah, moi j'aimais ça là. là où le danger rôde. Et bien sûr, je suis à tes ordres, Pauline. Donc on va mettre opéra. Hop, opéra. Et on va mettre voilà, bah, juste opéra, comme ça. Dynamique, create, dessus. Et en fait, en quelques minutes, on va pouvoir avoir sur la même chanson différents styles. Avec des variations de voix. Là, j'aurais pu même mettre par exemple une femme qui chante derrière. Donc ça va être plutôt intéressant. Attention, on va mettre la version opéra. Alors, charge. Là où le danger rôde et la mer se dévoile, un cri retentit, un avertissement. Et là, il y a la chorale Les regards qu'on va Et pouvoir. alors, j'ai une petite question, peut-être qu'on y reviendra peut-être en fin de webinaire, mais au niveau, voilà ça, est-ce que je peux l'utiliser et le sortir comme si c'était moi qui l'avais créé? Est-ce que je peux gagner de Ouais. l'argent dessus ou est-ce que tu veux qu'on en reparle peut-être plus On tard? va en parler après, mais les plateformes maintenant, ils font un peu le nettoyage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ces outils
pour polluer un petit peu toutes les plateformes de musique et essayer de prendre justement de la monnaie sans aucune création en fait, parce que là c'est juste un prompt avec quelques mots-clés. Même si c'est hyper qualitatif et que ça reste dans la tête et que... Ouais. Et on en parlera aussi avec Midjourney, parce qu'on n'a pas parlé justement sur comment la commercialisation, mais on va en parler un petit peu après. Est-ce que c'est possible avec le même prompt d'avoir la même chose? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un... Moi, qui j'ai fait le jamais même réussi. Non, j'ai jamais réussi. En photo, on peut avoir des choses qui se ressemblent, mais parfois avec le même prompt, on peut avoir quelque chose de complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'un prompt n'est pas, même si on met plein de détails, plein de styles et autres, un prompt n'est pas une création artistique. Voilà, c'est pas une création artistique, et c'est pour ça que si vous pouvez faire des t-shirts avec des images que vous avez créées, mais derrière, quelqu'un peut prendre cette photo, comme maintenant on a des outils pour montrer que c'est de l'IA, et il a le droit aussi de le mettre en vente sur Amazon, par exemple, ou sur toute autre plateforme. En fait, il n'y a pas de droit intellectuel sur de l'IA, parce qu'un prompt, par défaut, peut envoyer sur différentes créations, en fait. Ça ne va pas créer tout le temps sur la même chose. Et est-ce qu'on peut être propriétaire du prompt, du coup? Non. Non, pour l'instant, il y a eu des procès qui ont eu lieu aux États-Unis avec une personne qui avait fait toute une bande dessinée dans Midjourney, qui l'a publiée. Elle a demandé, et quelqu'un d'autre avait repris les droits, elle avait fait un procès sur les autres personnes, mais non, parce qu'elle n'avait pas assez modifié. Si vous modifiez le rendu de l'IA dans Photoshop, où vous repeignez, ainsi de suite, vous partez vraiment d'une base et que vous faites plein de modifications autour, oui, là, il y a un travail artistique qui a été fait au-delà de la base, mais sinon, ce sera, non, c'est accessible à tous. Et d'ailleurs, je voudrais vous montrer, mais dans Midjourney, vos photos, elles sont diffusées aussi. Midjourney se donne les droits de diffuser vos images. Donc, les gens peuvent repartir de votre image et refaire des variations de votre image. Donc, rien n'est à vous, en fait. Vous pouvez l'utiliser comme outil, mais il faut savoir que cette image-là n'est pas à vous. Sur tout ça. Alors là, je vais repartir sur la version un peu rock. Je vais prendre celle-ci. Et comme on est toujours dans d'autres films, moi je suis un peu, voilà, je vais faire mon film avant ce soir pour Netflix, et je vais demander ici à exporter, à télécharger la chanson. Donc on peut directement, depuis l'interface, voilà, télécharger la chanson. Et je vais aller dans DaVinci Resolve, donc un outil de montage, d'étalonnage, d'effets spéciaux, de son aussi, et de compositing. Et donc là, j'ai fait juste un petit montage vraiment basique, hein, avec des requins, avec la mer. Et je vais sélectionner ma musique directement là, et je vais pouvoir la glisser sur mon montage, comme ceci. Donc là, maintenant, je vais pouvoir jouer, écouter cette chanson. Et là, je vais vous montrer que dans les outils de montage, de vidéo et de musique, l'IA aussi est omniprésente maintenant depuis 2-3 ans. Et là, par exemple, je peux reprendre cette chanson. Et dans les paramètres, ici, dans l'inspecteur, je vais pouvoir y faire un Music Remixer ici. C'est-à-dire que si je ne veux plus le chanteur, je veux avoir uniquement une version instrumentale, j'ai juste à cliquer sur Mute Voice et j'ai plus la voix. Si je veux plus la batterie, voilà, je peux remettre la voix. Alors si j'avais de la basse, je peux enlever la basse, je peux enlever la guitare. Donc ça, c'est pas un plugin, hein, c'est intégré. C'est intégré directement dans. Et là, par exemple, j'ai que la voix. Je vais remettre la batterie. Et je peux remettre la basse. Et du coup, vous voyez aussi, j'ai des paramètres, des petits sliders ici. Je vais pouvoir monter la voix, par exemple, rebaisser, donc faire un remix comme si j'avais un multipiste directement ici. Donc là, je vais pouvoir travailler là-dessus et c'est directement intégré dans DaVinci Resolve dessus. D'ailleurs, au niveau de DaVinci Resolve, et d'ailleurs, tous ces outils-là maintenant sont intégrés dans le cursus de formation de DaVinci Resolve qu'on propose ici à Tercan. Et donc, pendant que vous voyez les outils de montage, vous voyez aussi les outils dédiés à l'IA. Et moi, souvent, dans la formation IA, on couvre un peu justement un peu tous les outils, que ce soit dans Photoshop, DaVinci Resolve ou par exemple Final Cut Pro. Ta formation, en 2 mots, c'est donc 35 heures, hein, sur 5 jours. Ouais.
C'est ça, donc c'est C'est une un peu formation. justement comment on va apprendre à créer des prompts, comment être le plus optimisé pour ChatGPT, par exemple, pour avoir le meilleur résultat possible. Pareil pour Midjourney, par exemple. Et on voit aussi les autres solutions, et puis essayer de comprendre comment fonctionne l'IA et vers où ça peut nous amener, comment ça peut... Et souvent, on s'adapte en fait en fonction des profils des stagiaires pour avoir des solutions par rapport à leur métier et autres. Donc, il y a une partie un petit peu plus dédiée justement pour chaque stagiaire. Tant qu'on est dans DaVinci Resolve, je voudrais montrer aussi deux petites choses qui sont assez intéressantes sur la partie montage. Je vais ici vous montrer ça. Parce que l'IA va être utilisée aussi pour la gestion en fait des données. C'est-à-dire que maintenant on tourne beaucoup avec les téléphones, le numérique, on a beaucoup de médias à gérer. Donc l'IA va nous permettre ici de classer automatiquement les éléments. On a la reconnaissance faciale, on va pouvoir mettre des noms sur les personnes, donc automatiquement on va avoir des dossiers, des chutiers qu'on appelle dans le montage, par exemple sur Patrick, sur Pauline. Je vais avoir en fait tout le classement qui va se faire automatiquement. Je n'aurai pas besoin de dérocher pendant des heures. Automatiquement, j'aurai les plans larges, les plans serrés, les gros Alors ça, plans. c'est pour les vidéastes, c'est une révolution, on peut dire. Oui, vraiment, parce que ça permet de gagner du temps, et non le temps de l'argent, et surtout des tâches un peu rébarbatives. L'autre tâche rébarbative aussi, c'est par exemple, ici, j'ai un plan de ce monsieur. Alors Patrick, tu peux nous en parler justement de ce monsieur parce que Oui, c'est un plan, enfin c'est une personne dont on a fait l'interview dans le Brésil, à la Chapada Diamantina. C'est un mineur et qui nous parle un petit peu de son métier qu'il a exercé pendant des années. Donc c'est un plan qui a été tourné en Canon R5C, en log. Et il y a une particularité, c'est qu'on avait donc un traducteur. Et ce monsieur parle évidemment en portugais. Ouais. Donc on va voir justement avec Erwan comment on peut se sortir. Alors là, moi par exemple, je ne parle pas portugais, je suis monteur. Comment je fais pour dérocher tout le plan? Dans DaVinci Resolve, alors il faut dire que ça existait aussi dans Premiere. C'est Adobe qui a lancé ça en premier, mais maintenant DaVinci Resolve là aussi. Donc je préfère le préciser, hein. Maintenant tous les logiciels commencent à avoir à peu près les mêmes outils. Et en faisant un clic droit sur le clip, je peux demander en fait à faire l'audio transcription ici, et je vais faire transcribe dessus, et il va analyser automatiquement tout le clip dessus, et automatiquement il va en fait écrire, faire la secrétaire ici, et écrire tout ce que la personne dit. Et ce qui est important ici dans DaVinci Resolve, c'est que si vous avez un échange question-réponse avec un journaliste par exemple, il va pouvoir détecter qu'il y a deux personnes au niveau de la voix. Et du coup, on va pouvoir nommer les gens directement, dire journaliste ou Patrick, par exemple, si je fais une interview de Patrick. Et automatiquement, après, on va pouvoir faire des recherches par rapport au nom, par rapport à la personne, et en fait, voir directement sur quel élément on va vouloir choisir. Du coup, c'est précis, c'est qualitatif au niveau de la transcription. Maintenant, j'imagine que ça doit être quasi parfait. Alors, en anglais, c'est plutôt pas mal. Et là, ils viennent de rajouter des langues, donc le portugais, le français... Donc là, alors je vais vous montrer, je vais montrer la transcription. Donc je vais juste faire transcribe ici, et vous voyez en fait que là j'ai tous les éléments, et en fait il me l'a traduit en français, parce que j'ai demandé ici à traduire en français. Et vous voyez speaker 1, je peux avoir, je sais pas, voilà, speaker 4, alors je sais pas pourquoi il s'appelle 4, mais ça va être la traductrice en fait qui parle. Dessus. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous voyez que je suis dans la partie ici dans DaVinci Resolve, dans la partie montage. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, si c'est cette partie-là qui m'intéresse, alors je vais mettre un petit peu en bas pour qu'on voit mieux, je vais réduire la fenêtre, voilà, pour qu'on voit bien ce qui se passe. C'est par exemple, c'est cette partie-là qui m'intéresse dessus, je peux sélectionner cette partie-là, et vous voyez en fait que le curseur s'est mis là avec un point d'entrée et un point de sortie. C'est-à-dire que ma sélection va automatiquement déterminer où est-ce que je suis. Et je vais pouvoir dire, tiens, c'est cette partie-là que je voudrais avoir dans mon plan, et je vais avoir cette partie-là qui va s'afficher directement. Et après, je peux faire mon montage uniquement, vous voyez, par rapport à cette phrase. Alors là, je vais prendre ici, hop, je vais les sélectionner, comme ça, et je vais dire, voilà, je veux, tac, 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 on va prendre juste... On va enlever ça. Juste avec les thèmes qui nous intéressent, on sélectionne les bouts de phrases qui nous intéressent et ça nous fait le montage automatiquement. Exactement. Et là, vous voyez, on retrouve ici tous les plans de mon élément ici.
Donc on va pouvoir faire un montage par rapport au texte. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des recherches. Donc c'est une thématique, par exemple si vous avez un grand documentaire que la personne parle pendant des heures et des heures, sur sa vie passée, sur, je sais pas, sa famille. Vous pouvez taper famille et automatiquement, vous aurez tous les éléments surlignés où il parle de la famille. Donc c'est là-dessus où ça va être intéressant d'avoir en fait ce genre de choses. J'ai perdu l'écran. Ah, c'est peut-être, ouais, j'ai mon HDMI qui s'est défait, voilà, pardon. Vous avez dû avoir un petit changement de résolution. Dessus. En tout cas, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut ça fait faire. Gagner énormément de temps ouais. dessus. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre chose aussi, parce que les conditions, alors Patrick, tu peux nous en parler, mais je vais juste vous faire écouter un petit peu dans lesquelles l'interview a été faite, les conditions. Alors, Patrick, en bon professionnel, c'est toi qui t'es occupé du son, et donc il y avait le son de la caméra qui filmait, donc ça c'est toujours bien de filmer avec la caméra, et bien sûr il y avait un micro qui était posté. Donc si on écoute juste le son de la personne, vous allez entendre à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faisait, à manger, ou il bricolait derrière. Alors, on va dire, derrière ce mur, il y a une salle et il y avait une cérémonie qui se préparait avec la chamane. Donc, du coup, voilà, c'était un peu comme ça. Mais bon, on a quand même fait un son correct. Alors, il y a un son qui est correct ici, donc je vais vous faire écouter ici. Alors, est-ce qu'on mute? Ah oui, je suis en mute. J'ai muté les deux, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais on entend toujours un peu les étapes. Et j'ai gardé exprès ici les waveforms en fait, du son qui n'est pas bon pour me cibler là-dessus. Et en fait, ce qu'on va faire, je vais sélectionner ici mon son qui est bon avec son micro. Et ce que je vais faire dans l'inspecteur, donc toujours dans DaVinci Resolve ici, j'ai ce qu'on appelle le Voice Isolation. Donc ça, on le voit dans Final Cut, dans Premiere aussi. On va pouvoir en fait dire, isole-moi uniquement la voix. Et là, je me tais. Parce que maintenant, on n'entend plus. Et on n'a plus du tout les bruits derrière. Et vous avez même maintenant un dialogue leveler ici, qui va vous permettre ici de remonter, par exemple, si quelqu'un parle tout bas, de remonter un peu juste sa voix et pas le reste. Donc vous avez pas mal d'options en fait qui vont optimiser justement les niveaux des voix donc pour vos dialogues et avoir le maximum de son. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui passe la tondeuse à gazon, et vous allez isoler le son. Donc ça, c'est des technos qu'on a maintenant même en temps réel. Voilà, c'est pratiquement en temps réel. Hein. Si je vous remets avant, après, vous allez voir, je vais défaire ici l'élément. Là, on entend. J'active le Voice Isolation. Vous allez voir, avec les nouveaux pics, je n'aurai plus ce genre de choses. Voilà. Alors là, on peut aller même plus loin au niveau des effets. Parce qu'au niveau justement des effets spéciaux, on va pouvoir faire des choses assez sympathiques. Par exemple, ici, dans les effets, je peux demander, par exemple, si je veux isoler cette personne ou rajouter, par exemple, le flou de profondeur de champ, ici, je vais pouvoir, par exemple, ici, aller sur un effet qui s'appelle le Depth Matte. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence artificielle qui va analyser l'image et qui va dire, OK, je vois qu'il y a une différentes profondeurs en fait dans mon image et je vais pouvoir créer ce qu'on appelle Depth Map ici. Donc je vais sélectionner ici mon élément et vous voyez en fait que je vais avoir un dégradé de blanc et de gris. Tout ce qui est blanc va être en avant-plan et tout ce qui est noir va être au fond. Et donc je vais pouvoir comme ça utiliser ce genre de choses. Alors ce que je vais faire, je vais juste ici faire, dupliquer le plan. Voilà, lui je vais dire qu'il n'existe pas. Et sur l'élément qui est au-dessus, je vais dire, vous voyez ici, je veux avoir, alors je peux ne pas voir ici le rendu, mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir ajuster. C'est-à-dire que je vais dire, le fond, c'est tout ce qui est derrière la personne, et donc vous voyez, j'ai tout ce qui est noir dessus, et elle est un peu gris, et en fait, je voudrais que ce soit blanc pétant, voilà, comme ceci, pour qu'elle soit bien comme ceci. Et donc maintenant, si j'enlève ça, je vais avoir, donc là, il ne se passe rien, si vous voulez, sauf que je vais pouvoir, par exemple, demander à mettre un blur sur l'image de derrière, et je vais pouvoir... Un blur, pour moi, qui est un fond. Okay. Un flou, voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir flouter l'arrière-plan, vous voyez, sans toucher. Et ce qui est important, c'est qu'il l'a fait sur toute la séquence.
d'image. Donc, je vais pouvoir, j'ai pas besoin d'animer des masques et autres automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose, au niveau des retouches, parce que DaVinci Resolve est un outil d'étalonnage, et je vais pouvoir ici sélectionner cette personne, aller dans la partie, la chambre, on dit, d'étalonnage, qui est comme ceci, donc c'est une autre interface, et je vais pouvoir, par exemple, dire, je voudrais sélectionner, par exemple, une personne. Alors ici, j'ai un outil de sélection, et je vais dire, je voudrais sélectionner une personne, et dans la personne, je voudrais par exemple juste le visage, face, comme ceci. Et donc maintenant, si je crée un petit trait ici, et que je demande à afficher, vous voyez qu'il va me sélectionner uniquement le visage de la personne, et pas le reste. J'aurais pu demander si j'avais le corps entier, les bras et autres directement. Donc ça, je pourrais faire ça. Ou bien, je vais faire un reset ici, si on est dans la partie retouche beauté. Ce qui est très compliqué, parce qu'il faut faire des masques sur toutes les zones du visage. Là, on va pouvoir rajouter un filtre qui s'appelle le Face Refinement dessus. Je le glisse dessus. Alors, je vais enlever ça. Et on va lui demander Detect Face. Donc là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs personnes. Donc vous allez choisir la personne sur laquelle vous travaillez. Là, il n'y en a qu'une. Donc là, il a bien vu, il a analysé l'image et qu'il y avait un visage ici. Et on va pouvoir lui dire, fais-moi, traque-moi en fait ce visage. Et vous allez voir en fait qu'il va me traquer le contour du visage, la lèvre, le nez, les yeux, les sourcils dessus. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que si j'enlève maintenant l'overlay, comme ceci, je vais pouvoir demander en dessous, j'ai tous les paramètres élément de visage par élément du visage. Par exemple, ici, je vais aller sur les yeux. Je vais pouvoir, par exemple, augmenter ici son regard, jouer sur le gamma. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le dessous des paupières ici. Je vais pouvoir soit rendre éclairé dessus. Mais ce qui est encore plus intéressant sur les yeux, ce qu'ils appellent les eye bag removal, les valises qu'on peut avoir sous les yeux. Ici, je vais pouvoir ici demander. Ah ça peut être très pratique. Voilà. Pour tes lendemains de soirée, Pauline, tu vas pouvoir utiliser cet élément-là. Et par exemple, les lips, ici, je vais pouvoir dire, tiens, au niveau des lèvres, je peux lui mettre un peu plus de rouge à lèvres, par exemple, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça se fait automatiquement sur tout le visage. C'est-à-dire que la caméra peut tourner, je n'ai pas besoin de masque à appliquer. Ouais. Et vous voyez, je peux le faire sans, avec. Vous voyez, on voit le résultat tout de suite directement. Donc ça, ce sont des outils au quotidien où l'IA, l'intelligence artificielle, va nous permettre d'éviter de faire 3 milliards de masques. Tous ceux qui ont fait de la rotoscopie dans leur vie, faire des masques pour détourer des éléments, là, on arrive à avoir des technologies qui sont quand même plutôt fortes. Voilà. Très impressionnant. Question à propos de ceci, parce que sinon moi je peux continuer. Alors c'est toi qui gères. Là ça fait 1 heure, mais à toi de voir. C'est toi qui décides. Pour montrer les petites choses, et justement parce que dans Final Cut la semaine dernière, une nouvelle version de Final Cut est sortie avec pas mal d'IA. Et là, on a un plan toujours dans la thématique du requin, comme quoi tout est bien fait. Et là, ces images ont été tournées par Tercan Aventure, parce que tu n'as pas précisé tout à l'heure au Brésil, mais c'est sous Tercan, c'est plusieurs éléments. Oui, c'est parce qu'on a des formations aujourd'hui qui sont qu'on fait à l'étranger. Donc, on emmène des stagiaires, et c'est généralement de la réalisation, donc on prépare des sujets, et le sujet du requin là qu'on a choisi, c'est parce qu'on a fait une formation de prise de vue sous-marine. Et donc au Mexique. Et c'était au Mexique. Prise de vue sous-marine au Mexique. En Basse-Californie. En Basse-Californie. Voilà. Alors, on n'a pas eu super. Enfin, je veux dire, on avait une visibilité qui était vraiment très réduite, puisque c'était entre 3 et 5 mètres. Et il y a même des choses qu'on a fait ensuite en étalonnage. Alors là, c'est parce que c'est un étalonnage qui est rapide. Alors, non, mais là, il n'y a pas d'étalonnage. C'est-à-dire que j'ai C'est justement pour ça que c'est rapide. C'est rapide. Mais juste pour dire, il y a des choses qu'on n'avait absolument pas vues avant de faire l'étalonnage. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a les requins passaient à côté. Des fois, tu n'en avais même pas vu qu'il y avait les requins qui étaient à côté de toi. Oui, tout à fait, ouais. Bon, c'est quand même des requins bulldog. C'est hyper méchant. Ça fait quand même 300 kilos et ça fait environ 4 mètres. Oui, c'est impressionnant. Donc là, par exemple, c'est des fichiers. Donc, tu as tourné avec Canon. Canon R5C, pareil, en log.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que là, moi, j'ai importé le MXF directement. Il me l'a converti en ProRes. Mais ce qui est important ici, c'est que si je vais dans les paramètres, c'est que automatiquement, là, si je change l'élément, alors j'ai changé, en fait, c'est moi qui ai fait une bêtise. Mais en fait, il avait automatiquement, quand j'avais mis le clip, il avait bien choisi la bonne lutte en fonction de la caméra sans que je fasse quoi que ce soit. C'était du log. Il avait vu que c'était du Canon Log 3, donc il avait choisi la bonne lutte automatiquement. Et là, dans la nouvelle version de Final Cut, justement, il y a un nouvel outil qui s'appelle Améliorer la lumière et la couleur, qui remplace un petit peu l'ancienne version où il faisait un peu une balance au blanc, qui est basé sur le machine learning. Alors le machine learning, c'est quoi? C'est comment, en fait, c'est comme une base de données. En fait, ils ont fait travailler Final Cut sur plein d'images différentes, en leur disant, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par exemple, sur des couchers de soleil et autres, comment rendre l'image bien. Et maintenant, je peux demander à améliorer la lumière et la couleur. Et vous voyez qu'au lieu d'avoir quelque chose de vert, j'ai maintenant retrouvé le bleu dessus. Après, il va falloir que je travaille un peu plus sur le contraste et autres, mais ça, je vais pouvoir très rapidement jouer ici, vous voyez, sur les contrastes et avoir quelque chose d'un peu plus bleu et moins verdâtre dessus, directement. Voilà. L'autre nouveauté qu'il y a dans Final Cut, qui est sortie la semaine dernière, c'est on avait la possibilité de faire des ralentis. Là, je crois déjà que c'était tourné à 100 images par seconde. Donc c'est pour ça que si je fais un play, vous voyez, c'est déjà très smooth dessus. Mais si j'ai envie d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'on est déjà à 100 images, donc 4 fois, mais si je veux ralentir 10 fois, par exemple, cette image, je vais pouvoir ici avoir un nouvel outil ralenti fluide, et en fait qui est basé sur la technologie Optical Flow, donc le flux optique. Mais il y avait certains problèmes avec le flux optique, c'est quand les éléments se passent l'un devant l'autre, il y avait parfois des pixels qui bavaient un petit peu. Là, maintenant, il y a une nouvelle technologie basée sur l'IA qui va nous permettre de faire des ralentis. Par exemple, je fais à 25% de la vitesse dessus. Et à partir de là, vous allez voir, si je fais un play, je vais voir quelque chose de très ralenti dessus. Je vais me mettre en plein écran pour qu'on voit un petit peu mieux. Et vous voyez, en fait, qu'on n'a plus ces problèmes de pixels. Après, il faut voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais là, du coup, on a divisé par 4 plus par 4. Donc, on est 8 fois plus lent, en fait, que l'image d'origine. Et du coup, là, on va avoir justement ce requin qui va être un petit peu nickel. Donc, on va des fois un peu le plancton. Bon, là, je suis vraiment à 25 dessus. Donc, alors, je ne dis pas que c'est mieux qu'une caméra fantôme ou autre, mais ça va permettre comme ça d'avoir des outils qui vont s'améliorer aussi au cours du temps. C'est-à-dire que les algorithmes vont changer. Plus on va travailler avec, plus les outils vont s'améliorer aussi. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc ça, c'était juste 2 petits points rapides que je voulais vous faire sur Final Cut, parce que et bien sûr, ces outils-là seront vus dans la formation Final Cut qui est au catalogue. Je ne sais pas quelle date déjà, mais on les aura. Dernier point aussi pour la chose, au niveau du rééclairage. Alors dans DaVinci Resolve, on a un outil pour rééclairer qui est pas mal. Mais il y a une plateforme qui s'appelle ClipDrop. Ça, plutôt pour les photographes alors? Voilà, là c'est plus orienté photographe. Et c'était pour vous montrer une photo que j'avais générée par Midjourney, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir créer des lumières, vous voyez, comme ceci. Je vais pouvoir déplacer, choisir la distance. Vous voyez, je peux la faire passer derrière ou devant. Et automatiquement, je vais avoir le volume qui va se faire. Et je peux en créer par exemple une deuxième à l'arrière, changer la couleur, on va faire quelque chose un peu plus bleuté, voilà, comme ceci. Je peux la mettre ici et je peux la faire passer, vous voyez, derrière l'élément. Par contre, lui mettre beaucoup plus de puissance. Je vais mettre quelque chose peut-être un peu plus sombre, un peu plus soutenu, voilà, comme ceci. Et puis je vais baisser l'intensité de celle-ci et peut-être mettre quelque chose d'un peu plus orangé. Et je vais pouvoir comme ça rééclairer une photo de portrait et directement, et je peux revenir par exemple dessus, hop, mettre mon côté bleuté juste devant. Donc là, c'est par rapport à l'IA va reconnaître un visage, il va remettre des modèles 3D et reconstruire un petit peu en 3D pour justement faire ce genre de choses. Donc là, j'utilise une plateforme qui s'appelle ClipDrop qui permet d'avoir différents outils. Donc c'est lié via des abonnements, il y a des outils gratuits que vous pouvez tester, mais vous pouvez faire différentes choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, par exemple, le face swap que je vous racontais tout à l'heure pour changer les visages d'autres personnes, ben, vous l'avez ici. Vous pouvez nettoyer
les éléments. Et il y en a un que j'aime bien, c'est Sketch to Image. Si vous êtes comme moi ou vous ne savez pas dessiner, ben, vous pouvez faire un requin par exemple, comme ça, tac, hop, qui est méchant. On va lui faire des grosses dents comme ça, tac, 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 avec la petite nageoire et tout. On va lui mettre ça. Je vais dessiner comme ça. On va mettre la mer au fond, la plage, avec un petit palmier. Voilà. Donc là, hop, je pense que je vais pouvoir le revendre. Je suis un artiste. Hein. Bon, au trackpad, hein, c'est pas évident non plus. Hein. J'ai pas ma tablette. Mais voilà. Et ce qu'on peut lui dire, on peut lui dire quand même, c'est un shark. Voilà, comme ça. Avec, et puis je vais pas lui mettre qu'il y a un palmier derrière. Je vais juste mettre On va shark. voir s'il devine ce que c'est. Near the beach, par exemple. Dessus, voilà. Et je vais faire. Alors, je peux demander à générer. Donc, on a différents styles, photographie. Moi, j'aime bien l'origami. Et je vais faire générer. Et un peu comme Midjourney, il va vous permettre, en fait, juste à partir de ce petit dessin, le dessin va servir en fait de placement des différents éléments. Et là, il va me faire en origami un petit rendu de différents éléments. Après, vous pouvez changer, vous pouvez faire. Vous voyez, alors là, sur la plage, vous voyez, là, il me l'a mis mort, mort sur la plage. Et donc ça, c'est un outil gratuit. Hein. Là, je ne sais plus. En fait, comme moi j'ai un abonnement, je ne sais plus oui. qui est gratuit, Ce qui est gratuit ou pas. Faut regarder, il faut aller sur clipdrop.co et vous allez pouvoir voir ces différents outils. Si je vais, vous voyez, il y a les différents outils ici qui sont là, directement présents. Voilà. Alors après, pour les photographes, toujours, si vous avez besoin, on parle aussi, je voulais parler d'une société qui s'appelle Topaz Lab, qui font des outils qui vont permettre de faire ce qu'on appelle l'upscale, agrandir vos photos, les nettoyer, enlever du grain. Et ça marche aussi pour de la vidéo. Et ce qui est important, c'est quand on parle avec des stagiaires ou des gens qui ont déjà fait beaucoup de contenu, mais pas au format 4K comme les plateformes le demandent maintenant, que ce soit en SD ou bien en HD. On ne peut pas diffuser en fait les documentaires parce que c'est pas assez défini. Mais on peut passer par ces solutions ici, qui sont pas très chères. Hein. C'est des licences. Là, c'est pas des abonnements, c'est des licences que vous pouvez acheter et qui vont permettre d'upscaler, donc d'agrandir vos images, de passer de la HD à du 4K et donc du coup après proposer aux chaînes de télé vos documentaires. Donc il y a ça aussi à penser pour pouvoir ne plus avoir des éléments qui sont jetés un peu par la poubelle mais dans les archives qu'on peut plus ressortir. On peut réadapter en fait des médias qui vont là-dessus. Donc ça c'est des outils qui vont permettre d'avoir des choses vraiment très propres qui vont pas toucher, qui vont améliorer l'image. Et puis ensuite, il y a d'autres solutions, toujours pour agrandir les images, comme Magnific AI, qui est un outil assez incroyable. C'est-à-dire que lui, vous allez dire, je voudrais augmenter par 4 la résolution de mon image. Là, c'est une image que j'ai créée dans Midjourney. Mais lui, il a une petite touche en plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire, mais sois créatif, invente-moi des choses dessus. Et là, vous avez vu, là, c'est mon image d'avant. Et je peux demander, en fait, je vais demander de faire des illustrations et de partir un petit peu dans des choses un petit peu très gothiques, on va dire, ou très fantastiques en tous les cas. Et vous voyez, mes requins deviennent différentes, les dragons. Là, à droite, ici, vous voyez, j'avais de la pierre, mais il m'a fait un visage à l'intérieur. Donc, c'est des choses qui sont assez fabuleuses et surtout qui va pouvoir créer des choses. Et je vais vous montrer un dernier exemple, c'est celui-ci. C'est ce morceau de viande, en fait, qui a été mis dans Magnified AI et on va pouvoir zoomer en fait dans cette image fois 128. C'est-à-dire, à un moment donné, bien sûr, il n'y a pas l'information, c'est Magnified AI qui va pouvoir créer ces détails, là par exemple, toutes ces nervures, qui va inventer ce côté fractal en fait, où on rentre dans l'image dessus, comme si on avait un zoom infini sur l'image. Donc ça, c'est généré, c'est inventé, mais en fait, on va avoir cette continuité directement dans l'image avec cet outil. Donc là, on a juste fait un tout petit échantillon de tout ce qui existe en IA. Bien sûr, on ne peut pas tout couvrir parce que chaque jour, ce que je dis à tous mes stagiaires, c'est que la vérité d'un jour, d'ailleurs, dans la dernière formation, on venait de faire ChatGPT et le soir même, il y a eu la conférence ChatGPT qui a lancé ChatGPT 4.0, donc qu'on ferait des nouveautés. Donc on s'adapte bien sûr, mais c'est vrai que c'est un... Donc toi, tu fais une veille quasi hebdomadaire Oui, quotidienne, hebdomadaire, on regarde un peu tout ce qui se passe et on est obligé parce que ça évolue tellement vite. Il y a plein de technologies. Alors, moi, j'évite un peu tous les sites où à chaque nouvelle version, on dit que c'est incroyable, que c'est la nouvelle IA générative qui tue tout le monde. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est que du coup, globalement, ça évolue. Il y a certains outils qui commencent à se stabiliser, d'autres qui deviennent plus faciles d'accès. Mais c'est une veille, oui, quotidienne en ce moment. Et je pense que pour les prochains mois, années, ça va encore évoluer à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a peut-être des questions là-dessus. Et justement, j'ai une question que nous a posée Nicolas, donc l'ingénieur son qui est ici aujourd'hui. Il nous demandait un peu l'évolution des outils IA dans 5 ans ou 10 ans. Il se posait cette question. D'après toi, voilà, dans 5-10 ans, comment tu vois on a eu des discussions hier avec Patrick, c'est que c'est même pas dans 5 ans ou 10 ans, c'est que dans 5 mois, on va avoir des révolutions. C'est-à-dire que par exemple, côté OpenAI, on va avoir Sora, qui va nous générer de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois qu'on a démarré la formation sur l'IA, on s'est dit, là, on commence à créer des images fixes. La vidéo, c'est peut-être pour dans 2 ans, 3 ans. Et quelques mois après, OpenAI a sorti Sora dessus. Donc, ça évolue très, très vite. Il y a Runway aussi, que je vais essayer de vous retrouver ici, qui a lancé justement Gen 3 ici. Donc, je vais pouvoir ici choisir ça et je vais vous montrer un exemple. Donc, ça vient de sortir aussi, ça a quelques jours ou semaines. Donc, le temps que ça charge. Mais c'est une nouvelle IA pour générer de la vidéo. Donc là, on va arriver maintenant à des éléments. Vous voyez, tout ce qui va être ici, c'est généré par... attendez, je vais faire juste un play. S'il veut bien. Ouais, ça charge un peu. Ça a un peu de temps. Mais du coup, on va avoir maintenant des rendus. D'ailleurs, je pourrais peut-être montrer OpenAI aussi, Sora, dessus. Et il y a des choses assez folles, en fait, qui commencent à arriver de ce point de vue-là, quoi. Vous voyez, par exemple, cette chose où... Voilà, par exemple, si on veut créer un vieux western... dessus, là, style années 50, on va pouvoir créer ce genre de choses. Et donc ça arrive dans... on a une date ou pas Sora, encore, du coup? c'est en fin d'année. Par contre, le gros mystère, c'est qu'on ne sait pas combien ça coûte, surtout ça. Ça peut coûter très cher. Après, ce qu'on disait, c'est que ça coûte moins cher de recréer un village western et avec tout le monde. Mais c'est surtout quelle est la puissance, le temps que ça va mettre à calculer. Comme on voit dans Midjourney, ça peut mettre beaucoup de temps aussi. Donc il y a toute cette question en fait aussi, parce que ça veut dire plus de serveurs, plus de demandes, et donc au niveau de l'empreinte écologique aussi, on réfléchit, il faut réfléchir par rapport à ça. Et donc justement, est-ce que l'IA a un impact écologique? Plutôt oui. C'est parce que c'est des serveurs, donc les serveurs demandent beaucoup de puissance, donc de l'électricité, et donc de la chaleur, produit beaucoup de chaleur, et donc du coup il faut de l'eau. Donc voilà, c'est comme des gros serveurs des data centers en fait, c'est exactement la même chose. Et Nvidia qui produit des cartes justement pour ces data centers, ça demande beaucoup d'électricité, et donc ça n'a pas un coût négligeable. Donc si on est un peu conscient au niveau écologique, on peut se poser aussi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce petit chien qui ressemble à un lapin, avec une tête de lapin, par exemple. Mais bon, pour le travail et autres, on peut travailler, et puis on peut essayer, et puis voir, justement, c'est important de voir un peu quels sont les outils. Là, il y a eu sur OpenAI et Sora, il y a eu des interviews de réalisateurs qui voient ça plus comme un outil de maquettage. Donc, on a vu le storyboarding en début de webinaire. Maintenant, ce sera un peu ça, c'est simuler les mouvements de caméra, voir un petit peu le style qu'on voudra. Donc, on pourra montrer un petit peu aux pilotes de drone, par exemple, et autres, quel genre de mouvement on voudrait, ou faire de la simulation, un peu de la prévise comme en 3D. On pourra faire de la prévisualisation, sauf que ce sera de l'image directement dessus. Et peut-être partir sur des choses en 3D. Mais encore une fois, la chose qu'on va avoir, la limitation, ça va être, si je veux juste changer un petit point sur le champignon ici, ça va être compliqué en fait de le faire. Donc là, on va plus être modélisateur 3D, et c'est pour ça que la 3D non plus n'est pas morte, parce que si on veut des choses vraiment définies, il y a un autre système qui s'appelle Wonder Studio, qui permet, on nous filme, et en fait, ça sert de motion capture. Et derrière, on va pouvoir mettre un personnage en 3D à notre place. Et automatiquement, l'intelligence artificielle va nous effacer et mettre le robot ou le personnage en 3D qui fait les mêmes mouvements que nous. Donc ça fait du motion control, ça fait du Kinpaint, ça fait de l'intégration directement.
Donc ça, c'est Wonder Studio qui vient d'être acheté par Autodesk. Mais on a vu aussi que ça pouvait être vite un gouffre. Parce Alors que, oui, oui. C'est parce ça, au que niveau chaque, financier, oui. c'est ça, c'est-à-dire chaque outil coûte quand même assez cher. Ouais. C'est-à-dire qu'on est entre 5 et 20 euros sur les abonnements en fonction des outils, même un peu plus. Donc très vite, quand vous prenez plein de solutions, très vite, vous pouvez arriver à 100 euros par mois, 200 euros par mois. Après, si vous gagnez, faites vos productions avec, ça peut être avantageux. Hein. C'est comme des outils, comme un Photoshop, comme un DaVinci Resolve et autres. Du coup, ça a un coût chaque mois. Alors bien sûr, à chaque fois, vous pouvez prendre au mois. Pendant une prod, vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Puis après, vous arrêtez l'abonnement. Mais ce qui est bien aussi, c'est de toujours tester, voir les nouveaux moteurs, comment Midjourney avance, quelles sont les nouvelles fonctionnalités et autres. Donc c'est ça, comme c'est en perpétuelle évolution, chaque semaine pratiquement, on va avoir ce côté, non, je reste abonné parce que j'aurais peut-être besoin, j'ai envie de voir ce qui va changer. J'ai une question intéressante sur le chat. Une personne qui nous demande si elle doit changer son ordinateur et avoir un minimum de capacité pour justement utiliser les outils d'IA. Donc, est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Est-ce qu'il y a des changements de machine? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que par exemple, si j'utilise ici Midjourney, ça va être sur les serveurs de Midjourney. Donc, on va envoyer une requête qui va aller, donc, juste une connexion Internet. C'est les serveurs de Midjourney qui vont calculer et ensuite ça nous revient et on a le résultat. Donc là, il n'y a pas besoin de changer sa machine. Par contre, si je vais dans DaVinci Resolve, ici, moi j'utilise un Mac M2, un MacBook Pro, va utiliser en fait les puces intelligence artificielle de ce Mac pour calculer et être plus rapide. Donc pareil pour Final Cut, pour Adobe Premiere. Donc quand on va utiliser des outils style outils de montage, retouche photo et autres en local, là on va utiliser la machine. Sur PC, on va plutôt privilégier par exemple les cartes Nvidia, les RTX, les 4000, 4080, 4090, qui vont être très fortes dessus. Par exemple, si on a évoqué Stable Diffusion, qui permet de créer des images. Donc c'est en local, donc ça demande beaucoup plus de puissance parce que du coup on va pas sur les serveurs dessus. Et du coup là il faut une grosse carte graphique avec de la mémoire vive pour utiliser les outils. Par contre, si vous allez comme je vous ai montré sur Suno, Storyboard AI ou bien où est-ce qu'il est ici ClipDrop, tout ça c'est fait en ligne. Donc c'est pas votre machine qui va calculer, ça va être le serveur. Donc là-dessus il n'y a pas trop de problématiques. Comme on l'a vu à la conférence Apple Developer, et finalement ils ont intégré maintenant de l'IA dans l'OS. Et là, on peut imaginer que si c'est dans l'OS, il va falloir quand même des machines qui tournent. Alors, ouais, ça c'est différent. Nous, là, dans ce webinaire, on a parlé de production audiovisuelle. Mais c'est vrai que les technologies qu'on voit là, la retouche d'image, de photos, maintenant, on l'a directement dans notre application photo, que ce soit sur le Mac, sur l'iPhone. Et Apple, eux, dans leur volonté de ne pas envoyer les infos, parce que, en fait, c'est ça aussi, c'est dès qu'on envoie quelque chose sur ces sites, on entraîne leur propre IA à eux. Donc plus on communique avec ChatGPT, plus on l'entraîne, plus on communique avec Midjourney, plus aussi ça leur fait des bases de données d'images. C'est pour ça aussi qu'ils gardent les images. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc d'ailleurs, une petite parenthèse, si on a des données sensibles, du coup, si on travaille dans une entreprise avec des données un peu particulières, faut faire attention du coup à ce qu'on donne à l'IA. De toute façon, dès que vous envoyez vos infos sur les sites, là, elles sont sur le cloud, comme on dit dans les nuages. Donc, vos données sensibles, vaut mieux travailler sur des solutions type Stable Diffusion en local, où là, vous n'avez pas besoin d'exporter. D'ailleurs, Apple permet de faire le choix dans le futur macOS de choisir soit une IA un peu plus faible. Alors pourquoi plus faible? Parce que ça demande beaucoup de datasets, en fait, de données. Donc ça prend beaucoup de place, c'est plusieurs gigas de données pour entraîner l'intelligence artificielle. Et donc du coup, sur un téléphone, on ne peut pas avoir 30 gigas de datasets. Par contre, en ligne, on peut les avoir. Donc c'est pour ça que l'IA du Mac sera peut-être un peu plus limitée, qui va correspondre à nos besoins quotidiens pour je sais pas, programmer quelque chose, lui demander des choses sur le temps, sur quel est cet acteur dans ce film que j'adore, ainsi de suite. Ou bien, si on veut des choses un peu plus compliquées comme Midjourney, comme ChatGPT, ainsi de suite, qui a besoin d'avoir plein d'infos autour,
Là, on va passer sur en ligne, on va dire, et donc du coup, on va être obligé d'envoyer les infos à l'extérieur. Et donc, perte de confidentialité. D'ailleurs, je voulais vous montrer ici, je ne sais plus si je l'ai fait, mais par exemple, si je prends cette image-là, ou on va prendre celle-ci, vous voyez que j'ai accès au prompt de la personne et que je peux même, alors pardon, on va rester là-dessus, je peux même l'utiliser et repartir de cette photo pour recréer autre chose. Donc rien n'est à nous en fait quand on utilise l'IA, sauf si vous allez créer, il y a différents types d'abonnements et dans Midjourney vous avez un abonnement assez professionnel où vous pouvez dire je ne veux pas que mes photos soient publiques. Donc là, vous gardez une confidentialité minimum, c'est-à-dire que Midjourney a accès à vos images, mais pas le public. Voilà. Et ça, il faut payer pour. Voilà. J'ai plus d'autres questions. Est-ce que Patrick, tu as des questions à... Non, par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que sur le blog de Tercan, il y a un rapport qui a été réalisé par le gouvernement sur l'IA et la nécessité que les entreprises s'y mettent. Il y a aussi un deuxième document qu'on a publié qui a été réalisé par le CNC sur les métiers justement confrontés à l'IA dans le cinéma, l'audiovisuel et le jeu. Donc ça, c'est disponible, c'est très intéressant, je le conseille à tous. J'ai une petite question, dernière petite question. Au niveau des GPTs, Oui. donc dans ChatGPT, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne sais pas exactement comment les utiliser. Est-ce qu'en une minute, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est? Les GPTs, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure pour le film, on lui a donné pas mal d'informations pour quel est son rôle, l'audience, ainsi de suite. Donc on lui a défini un peu qu'est-ce qu'il devait faire, à qui il devait s'adresser et autres. Donc si vous avez besoin de le refaire régulièrement, par exemple toi Pauline, tu t'adresses à des graphistes et autres, tu pourrais demander à créer un GPTs qui automatiquement tu vas dire tu es moi, tu t'appelles Pauline et tu t'adresses à des photographes et en fait tu vas préconfigurer. Mon rôle, je suis chargé de communication. Exactement. Et je m'adresse avec un type de langage soutenu ou plus familier et autres. Et donc du coup tu vas pouvoir préconfigurer ça. Donc en fait dans les chats GPT ici, vous avez alors il y a toute une bibliothèque en fait disponible. Vous voyez ici en haut à gauche. Je peux choisir explorer les GPTs ici. Donc, il y a plein de GPTs qui ont été créés, par exemple, pour travailler avec Canva, pour être avec Dali, par exemple, ou écrire pour moi. Donc là, on peut créer plein de choses. Mais ce que vous pouvez faire surtout, c'est créer votre propre GPTs. Alors, je crois que c'est sur la version payante. Donc, dans la version 4O, vous pouvez accéder aux GPTs qui sont prédéfinis. Par contre, vous ne pouvez pas créer vos propres GPTs. Et là, vous pouvez créer quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez ici définir tous vos éléments. Et après, dire par exemple GPTs pour les photographes, par exemple, si tu veux communiquer avec les photographes, ou GPTs pour les scénaristes, donc un autre public. Si vous êtes, je ne sais pas, community manager d'une boîte où il y a plein de choses, vous pouvez faire aussi... Ou juriste, ou... Exactement, avocat. Donc c'est le type de réponse. Et en fait, au lieu de remettre un peu ce qu'on parlait des étapes... Du contexte, etc. Du contexte, le rôle, l'audience, ainsi de suite, vous pouvez déjà prédéfinir en fait ces choses. Et comme ça, vous pouvez accéder directement à droite. Ici, vous voyez, j'ai un GPT Dali. Lui, il va savoir qu'automatiquement, il va créer une image dessus. Donc ça, c'est important. Donc voilà, les GPTs vont être... Et d'ailleurs, Google, j'ai oublié le nom d'ailleurs, parce qu'on a eu la conférence Google aussi l'autre fois, et ils ont créé ce genre de choses pour contextualiser en fait directement l'intelligence artificielle. D'accord, en tout cas c'était vraiment passionnant. D'ailleurs on a un petit peu dépassé tellement il y a de choses à dire. On rappelle un peu Erwan, donc tu donnes une formation ici à Tercan à Saint-Raphaël, une formation destinée à tous les professionnels de l'audiovisuel, donc les photographes, les vidéastes, les graphistes. Une formation donc sur 5 jours, formation intensive de 35 heures et qui est finançable à 100%, suivant par l'AFDAS, par Pôle emploi également, par France Travail. Voilà. Donc, Patrick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'espère que ça aura servi à beaucoup de gens et ne plus avoir peur de l'IA parce qu'à vrai dire, on est confronté et on ne pourra pas y échapper. Donc, autant l'utiliser au maximum
Et autant Et- se former pour l'utiliser vraiment correctement et pleinement, Voilà, surtout. c'est ça. Merci Erwan. Merci à Merci. tous. Merci à la régie. À bientôt. Merci. Au revoir. Va dans l'ombre des eaux, là où le danger rôde et la mer se dévoile. Un cri retentit, un avertissement, un écho. Les requins dansent leur danse scintille sous l'étoile. Dans l'écume des requins, la vérité se cache. Les eaux sont troubles, mais nous ne ferons pas marche arrière. Pour la nature, pour la vie, nous ferons le nécessaire dans l'écume.